Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Quand j'étais petite, j'étais très très gourmande et c'est vrai que ça, on me l'a souvent reproché dans ma famille. Et donc du coup je me suis dit je vais montrer aux autres que je suis pas juste l'intello de la classe, je vais perdre du poids et montrer à tout le monde que je peux le faire. Pour moi l'anorexie, les troubles alimentaires, c'est un suicide un peu. Je mangeais très très peu et là j'ai périclité hyper rapidement. Arrivé en septembre, mon corps il a dit stop. J'étais incapable de monter mes étages certains jours, je mettais 20 minutes quoi. Je me suis dit il y a quand même un truc qui cloche quoi. Faut vraiment que je change tout en fait dans ma vie. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé à refaire surface en fait. Comme si j'attendais ce bien-être, ce lâcher-prise depuis... Mais Mathusalem. Même si la guérison peut être très difficile, de se rappeler tous les matins quand on se lève de ce qu'il pourrait y avoir derrière. Dans 2 ans, comment tu t'imagines ? Vas-y, tu vis ta best life, comment ce sera ? Incarner déjà cette personne guérie du futur. Cette flamme de vie, je pense qu'il faut la partager quand on l'a. Bienvenue dans l'épisode 28 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, vous allez découvrir le témoignage d'Alix. Coach en amour de soi aujourd'hui, Alix a eu un parcours compliqué avec son alimentation. Petite, il lui était souvent reproché d'être trop gourmande et un rapport complexe avec son alimentation a commencé à se construire. À 13 ans, adolescente imbibée d'images de corps minces, Alix a décidé de perdre du poids. La spirale de l'anorexie s'est mise en route avec une première période de l'âge de 13 ans jusqu'à 15 ans, une semi-guérison, puis une grave rechute pendant sa seconde année d'études supérieures. A commencé ensuite un parcours de guérison que nous détaille Alix dans son témoignage, qui l'amène aujourd'hui, avec toute l'énergie de vie qu'elle incarne, vous allez le voir, à accompagner d'autres femmes à s'en sortir. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Alix, je suis vraiment ravie de faire cet épisode de podcast avec toi, d'autant plus que tu m'accueilles chez toi. Donc je suis venue à Paris, alors c'est pas si loin que ça pour moi, mais je suis venue à Paris pour qu'on enregistre ensemble cet épisode. Donc merci à toi de ta confiance, déjà de bien vouloir partager avec nous ton parcours, mais aussi de m'accueillir chez toi alors qu'on se connaît, ni d'Ève ni d'Adam comme on dit, et que du coup tu m'as ouvert ta porte et je t'en remercie beaucoup. Alix, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les personnes qui nous écoutent ? Oui, bonjour Anne et merci de t'être déplacée et de m'accueillir sur ton podcast. Ça me fait vraiment très plaisir. Je m'appelle Alix, je suis coach en amour de soi et donc j'accompagne les personnes à être mieux dans leur peau et dans leur tête surtout. Puisque comme on va en parler aujourd'hui, j'ai eu des soucis avec l'alimentation, mon corps et qui je suis. Mais aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie. J'adore voyager, prendre soin de moi, sortir avec des amis, etc. Voilà, profiter de la vie et faire un métier que j'aime et qui me tient à cœur. Oui, j'entends vraiment ton désir de partager, de transmettre quelque chose au travers de ton métier, comme au travers de cet échange qu'on va avoir là, du coup. Oui, c'est vraiment le partage qui guide, en fait, je pense, toutes les sphères de ma vie, j'oserais dire. C'est ce que j'entends, oui. Alors, du coup, est-ce que tu veux bien nous partager, c'est le mot du jour, on va dire, ton expérience autour de la relation avec l'alimentation ? Oui, pour revenir au tout début, quand j'étais petite, j'étais très très gourmande. Et c'est vrai que ça, on me l'a souvent reproché dans ma famille. Le fait que je mangeais beaucoup de sucre, que je prenais vraiment plus de parts de gâteau que les autres, etc. Et je pense que ça a commencé à fonder un peu une relation particulière avec l'alimentation. Parce que vraiment, il y avait vraiment ce truc de « Ah Alix, elle est gourmande. Tu manges pas trop ceci parce que tu veux plus de gâteau, etc. » Et je pense que pour un enfant...
Moi, je sais que maintenant, je fais super attention, même quand je vois des gens qui disent des choses à des enfants, parce que ça m'a touchée. Et je trouve que c'est vachement important de laisser les enfants avec leur propre relation à l'alimentation, quoi. C'est clair. On est d'accord là-dessus. Hein. Ouais. Et en fait, du coup, ensuite, j'ai toujours eu même un rapport à mon corps assez normal. Dans ma famille, on n'est pas pudique plus que ça, etc. Donc pour ça allait très bien, mais c'est vrai que j'étais déjà grande et j'avais pas une morphologie fine. Donc j'enviais beaucoup les jeunes femmes autour de moi et surtout mes copines, etc. Alors que j'étais pas du tout grosse. Mais on me le faisait souvent aussi remarquer dans ma famille. Ah, t'as de bonnes fesses, t'as des bonnes cuisses. Et c'était pas méchant, mais moi, ça me titillait un peu, quoi. Oui. Et arrivé à l'adolescence, évidemment, ça s'est amplifié. Je commençais à prendre des formes et tout. Et là, j'ai fait, ah, ok, donc il va falloir changer les choses. Et j'étais très intéressée par tout ce qui était magazine féminin, etc. Et donc là, ça a été vraiment la décadence, quoi. Tout ce qu'on pouvait me dire sur mon physique, sur mon alimentation, c'était amplifié x10, je pense, dans mon cerveau. Et c'était très, très mal reçu. Et en fait, j'ai commencé à me dire, j'avais 13 ans, il y avait plein de choses dans ma vie qui allaient pas. Le décès de mon grand-père, ma grand-mère qui avait un cancer, enfin, rien n'allait. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, je vais m'occuper un peu de moi. Je vais montrer aux autres que je suis pas juste l'intello de la classe. Je vais faire quelque chose pour ressembler à toutes celles à qui j'ai envie de ressembler. Je vais faire un régime drastique. On va y aller bien comme il faut. Et je vais perdre du poids et montrer à tout le monde que je peux le faire. Oui, il y avait vraiment à prouver presque, tu vas me dire, mais presque encore plus aux autres, en fait, de quoi tu étais capable. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort. En ce moment, je suis en train d'écrire mon livre sur mon histoire et c'est vraiment en refaisant une énorme introspection pour écrire ce livre que je me rends compte que c'était vraiment... l'anorexie, on va en parler après, mais c'est vraiment tout sauf un problème de poids. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se cachent derrière. Et moi, c'était vraiment le fait de prouver aux gens que j'étais capable d'être forte, de faire quelque chose, quoi. Et du coup, ce régime, c'était vraiment ça. C'était montrer aux gens que je peux tenir un régime, que je peux maigrir, que je peux me transformer, que je peux devenir celle que j'ai envie d'être, renvoyer une image aux gens que je voulais modeler, alors que finalement, on en parlera aussi après, mais j'étais tout sauf en contrôle de tout ça. Et donc voilà, j'ai fait un régime, je suis tombée vraiment très très vite, très très bas. Et mes proches s'en sont pas rendus compte très vite non plus parce qu'au final, en voyant la personne tous les jours et l'affect qui rentre en compte, on n'a pas envie de voir son enfant dépérir. Donc oui, ça veut dire que tes parents, ils se rendaient pas compte de ce qui se passait. Non, mes parents ne se rendaient pas compte et ma mère a fait beaucoup de régimes quand elle était jeune. Donc en fait, tu te dis, c'est chouette, elle fait des régimes, elle va perdre du poids et tout. Et oui, c'était presque normal, entre guillemets, en fait, de surveiller son alimentation. Ouais. Mon père faisait pas mal de régimes aussi à cette époque-là, parce que ma grand-mère avait un cancer, donc il faisait tous les régimes anti-cancer et blablabla. En fait, moi, j'étais dans un monde rempli de régimes. C'est ça. C'était une culture des régimes à fond les ballons, quoi. C'est ça. Et j'ai découvert aussi à ce moment-là les réseaux sociaux. Oui. Et je suis tombée sur des groupes où ça parlait que de ça, Doctissimo et tout le tralala. Et là, c'était vraiment pire que tout. Je passais mon temps dans ma chambre sur mon ordinateur à regarder les calories de ceci, les calories de cela, le nouveau régime machin. C'était tous les nouveaux régimes en même temps. Enfin, c'était... oui, tu fais une compilation. C'est ça. Compilation de régimes, en fait. Ouais, exactement. Mais c'était vraiment à un point où le matin, je mangeais 2 petits lus, une pomme. Le midi au collège, c'était déjà pas bon et en plus je disais non, je mange pas, c'est pas bon. Le soir, je revenais à la maison, je disais non, c'est bon, j'ai bien mangé ce midi. Donc en fait, il y avait des journées où je mangeais des petits lus, une pomme et peut-être un yaourt le soir, quoi. Donc c'était vraiment, forcément, j'ai perdu très très vite. Sauf que je faisais beaucoup de sport à côté. Mais j'ai aussi très très vite commencé à avoir des problèmes du coup. Malaise, etc. Problèmes de santé. Donc mes parents s'en sont aussi rendus compte par rapport à ça. Évidemment, c'est difficile à cacher quand on a cet âge-là, quoi. C'est ça. Puis ton corps commençait à plus pouvoir suivre, en fait. Ouais. Mon corps, même mon esprit, mes parents se rendaient compte qu'il y avait des choses qui tournait pas rond en fait par rapport à moi qui avait toujours été très perspicace et tout, aussi très souriante, très heureuse, très joyeuse, et là plus rien. L'anorexie, les troubles alimentaires, ça prend notre poids, mais ça prend aussi notre joie de vivre, notre envie de vivre en fait. On devient un peu juste un corps un peu vide qui a juste envie d'atteindre son but, de perdre du poids,
montrer qu'on peut y arriver. Oui. Mais derrière, il y a plus rien, en fait. Il y a plus rien qui nous donne envie. Pour moi, l'anorexie, les troubles alimentaires, c'est un suicide un peu. Qu'on se cache, mais qui est progressif, mais c'est vraiment... On se laisse mourir, quoi. Oui, c'est ça, là, aujourd'hui, avec tout le recul que tu as pris, c'est vraiment cette fuite en avant vers la mort, en fait, que tu peux conscientiser aujourd'hui, même s'il n'y a pas de, comment dire, cet objectif-là derrière, en fait, conscient, en tout cas. Non. Mais c'est ce vide, quoi. Ouais, et ça, c'était encore plus fort, d'ailleurs, cette envie de disparaître, de mourir, clairement même, quand j'ai rechuté. Parce qu'en fait, donc, j'ai été malade de 13 à 15 ans, avec une petite hospitalisation aussi entre deux, dans un service de pédiatrie. Et ensuite, au lycée, en fait, j'ai changé de lycée. Enfin, je suis allée dans un lycée où je ne connaissais personne, donc je me suis aussi reconstruite, etc. Après, je restais vraiment... J'avais envie de renvoyer une image parfaite. Je faisais encore des régimes, mais je le montrais pas trop. J'arrivais vraiment à jongler. Je disais à mes parents, j'ai bien mangé ce midi à la cantine, ou j'ai mangé à l'extérieur. Puis en fait, je disais à mes amis, oh, mais non, je vais manger ce soir trop, ou j'ai pris un trop gros petit déjeuner, donc je vais pas trop manger. Il faut savoir que, étant petite, je mentais très peu, et aujourd'hui aussi, je sais pas mentir, mais pendant l'anorexie, on est tellement une autre personne que je mentais à tour de bras, vraiment, par rapport à l'alimentation. Je cachais de l'alimentation, je la jetais, enfin, j'étais capable de faire des sacrés stratagèmes. Et même moi, je me rendais compte, mais je savais pas comment éviter. C'est ça, c'était plus fort que toi, et c'est comme s'il y avait une deuxième Alix, en fait, différente qui était là. Ma mère disait toujours, et elle le dit encore aujourd'hui, elle voulait qu'on lui rende sa fille. Parce qu'elle disait, c'était plus la même personne, plus de joie de vivre, mensonge à tour de bras, enfin c'était vraiment une autre personnalité qui prend le contrôle et qui nous dicte un peu certaines choses. Maintenant, je sais que c'est pas une deuxième personnalité, c'est vraiment la partie blessée du soi qui se manifeste en quelque sorte et qui essaie de protéger la partie plus saine du soi en fait, mais qui a mal aussi, qui sait pas comment faire. Mais malheureusement, c'est pas une très belle protection. Elle est assez maladroite, c'est ça. On va dire. C'est ça. Et en fait, l'année où ça a été le mieux entre mes deux périodes, c'était l'année de ma terminale, donc quand j'avais 17 ans. J'en parle parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive. Je buvais beaucoup d'alcool, même si c'était en soirée et tout, et que c'était l'âge, etc. Mais je buvais beaucoup parce que ça me désinhibait un peu, ça me permettait de plus penser à tout ça, etc. Mais à côté, je faisais aussi 2 fois plus de sport pour compenser les calories de l'alcool. Donc finalement, j'étais clairement pas guérie. Et après, je suis rentrée en études de médecine. Et la première année a plutôt été, bon, c'est pareil, c'était un peu comme la terminale en fait. Je continuais à sortir et tout, mais moins parce que j'étais en médecine. Mais du coup, j'ai aussi raté mon année. Et en fait, cet échec, ça a été le premier gros échec de ma vie. Puisque pour moi, j'avais tout réussi, quoi. J'avais réussi mon régime, mes études, j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours été première de la classe, donc pas de souci. Là, je suis arrivée avec cet échec de la première année, j'ai dû redoubler et je me suis dit, là, ma cocotte, tu fais plus rien d'autre que travailler. Donc, je me suis coupée de mes connaissances, de mes amis, et puis je redevenais vraiment cette personne encore très, très triste, très sombre même. Et là, j'ai eu des idées donc noires aussi, beaucoup. Je mangeais très très peu, je cuisinais plus, je faisais plus rien pour prendre du temps pour moi. Je faisais vraiment que la médecine, enfin que les cours. Et là, j'ai périclité hyper rapidement. Enfin, je regardais il y a pas très longtemps en fait des photos et je me suis rendu compte que j'ai perdu du poids, j'ai perdu 15 kilos en 2 mois quoi, à peu près. Alors que je faisais déjà 48 kilos à l'époque, donc pour 1m70 et je suis passée à un poids, enfin du coup catastrophique. Et j'ai vécu comme ça pendant 1 an et demi. En plus, je voyais très peu mes parents parce qu'on avait une relation déjà quand même très particulière depuis petite et encore plus depuis que j'avais été malade. Et je me suis rendu compte que vraiment, enfin, c'était de pire en pire. Et moi, je me mettais vraiment de côté moi-même. Je ne voyais plus personne, etc. Donc les gens aussi avaient du mal à se rendre compte que j'étais malade puisque de toute façon, je ne les voyais pas. C'est ça. Et j'imagine que c'est une période où tu étais extrêmement seule, du coup. J'ai toujours aimé être seule depuis petite, mais là, c'était vraiment pas envie d'être seule. C'était que je me donnais pas le choix et de toute façon, j'avais peur en voyant quelqu'un d'aller devoir boire un truc, manger un truc, et c'était pas possible pour moi, ou aller faire une balade alors que moi j'avais envie d'aller courir. Donc en fait je me suis mise de côté. Tu as coupé toute sociabilisation du coup. Et c'est ça le problème aussi, enfin, moi je sais que j'aime pas du tout l'approche où on hospitalise les personnes pour sortir des TCA, des troubles du comportement alimentaire, parce que justement déjà on se met toute seule de son côté.
Et le fait de les enfermer, parce que pour moi c'est clairement de l'enfermement, j'ai visité des endroits et j'y suis pas allée parce que ça fait super peur. On les enferme alors qu'en fait elles se mettent déjà de côté elles-mêmes. Et moi je pense que c'est vraiment mieux de leur montrer qu'elles peuvent se faire un cocon un peu chez elles, mais par contre il faut resociabiliser rapidement. C'est super important parce qu'en fait le jour où on sort de 8 mois d'hospitalisation, ça c'est à faire en fait. Donc moi je trouve que c'est vachement important de resociabiliser, d'être entouré par ses proches et tout. Ça m'a clairement aidée ensuite. Parce que 2e, 3e année de médecine, du coup, c'était vraiment... j'avais déjà perdu 15 kilos. J'ai vécu pendant plus d'1 an où je faisais 30-35 kilos pour 1m70. Et tu arrivais à travailler malgré tout, parce qu'au niveau de la concentration, au niveau de l'énergie que ça demande, de préparer cette année de médecine, comment tu faisais? En fait, c'était la seule énergie que je gardais, c'était et pour la musculation, parce que j'allais en salle de musculation, mais c'était du grand n'importe quoi. Même les coachs qui me laissaient rentrer, c'était n'importe quoi. Ils voulaient juste l'abonnement, clairement. Et oui, parce que physiquement, ça devait être assez clair, en fait, que tu étais dénutrie. Ouais. Et de l'autre côté, l'autre énergie, c'était vraiment pour juste les cours, quoi. Mais du coup, je me souviens, j'avais un pot de miel tout le temps sur mon bureau, parce que dès que ça allait pas, je prenais une cuillère, quoi. Et c'était un des seuls trucs que je m'autorisais. Parce que sinon, des fois, ça m'arrivait de tomber de ma chaise ou de faire des malaises sur mon bureau. Enfin, c'était catastrophique, mais je me disais, non, je vais y arriver. Le mental est complètement désorganisé dans ces cas-là. Donc, en fait, je gérais un peu comme ça, quoi. Je faisais des mini-repas. J'ai commencé aussi un peu à avoir des crises de boulimie à ce moment-là. Parce qu'il y avait des moments où, au bout de 15 jours, à rien manger sauf des amandes, du miel et des pommes. Parce que c'était ça un peu mon régime à un moment. Et quelques légumes. Au bout d'un moment, je craquais, quoi. Donc j'ai commencé à faire des crises de boulimie 3e année de médecine à peu près. Mais c'était très rare quand même. Et puis après, j'ai passé vraiment un été entre la 2e et 3e année où vraiment, c'était du grand n'importe quoi. J'ai fait plein de randos. Et arrivé en septembre, mon corps, il a dit stop. Stop. Là, c'était vraiment malaise sur malaise. C'était vraiment atroce. Mes prises de sang m'ont été catastrophiques. Ils ont suspecté que j'avais un cancer du sang tellement, en fait, j'avais une grosse dégénérescence au niveau de la moelle osseuse. J'avais plus de production de cellules sanguines et tout. C'était vraiment catastrophique. Moi, je me disais, ça va aller, ça va revenir, quoi. Les malaises, c'est pas grave, quoi. J'habitais au 3e étage à l'époque, sans ascenseur. J'étais incapable de monter mes étages certains jours. Enfin, je mettais 20 minutes, quoi. Mais je me disais, c'est bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, quoi. Et oui. Et tout ça en continuant tes études et la fac de médecine avec les stages, avec... et le pire, c'est qu'en plus, les profs me diraient, c'est rien. Exact. Enfin, je me souviens même qu'en 3e année, on avait des cours de nutrition et on a fait des cours sur l'anorexie. Et en fait, le prof m'a tellement mal regardée pendant le cours, parce qu'en plus, c'était celui qui m'avait suivi quand j'étais plus jeune. Mes parents m'avaient extirpée de cet endroit-là parce qu'en fait, c'était un suivi catastrophique. Ils voulaient juste me mettre en psychiatrie, c'est tout. Et en fait, il m'avait tellement mal regardée et tout que je suis sortie en pleurant de la salle, mais vraiment, je me sentais encore plus mise de côté. Tous mes camarades m'avaient tourné le dos, les gens me disaient que j'étais folle, etc. Donc c'était encore pire. Mais par contre, moi, j'avais qu'une idée. En fait, le seul truc dans ma vie que j'en réussissais, c'était ça, quoi. Et oui. Donc, je restais à fond dans les études. Et pourtant, ça me demandait une énergie considérable. Mais j'avais aussi la petite pensée de me dire, plus je révise, etc., plus j'utilise de calories, donc mieux c'est. Et oui. Parce qu'on sait que le cerveau utilise beaucoup d'énergie. Donc, moi, je me disais, c'est tout bénef. C'est ça. Mais c'est catastrophique. En fait, tout est organisé autour de quelles calories je vais dépenser, etc. Parce qu'on s'en rend compte plus tard, mais tout ce à quoi on pense nous empêche de penser à nos problèmes de base, en fait. Tout ce qui m'avait fait plonger quand j'avais 13 ans, tout ce que j'ai pu vivre étant petite, même j'ai vécu des attouchements étant petite, ça c'est pareil, mon cerveau voulait surtout pas s'en rendre compte. C'est comme un écran de fumée, tu sais, exactement, j'ai cette image-là, quoi. Et du coup, en 3e année, quand vraiment mon corps a dit stop, il y a une fois où j'ai dû aller à l'hôpital en urgence parce que vraiment mes prises de sang étaient très mauvaises, je faisais malaise sur malaise. Ils m'ont fait des transfusions sanguines et tout parce que c'était plus possible. Et après, je me suis dit, ok, je pense que là, ça m'a fait un déclic, en fait, d'avoir ces transfusions sanguines, etc. Enfin, je me suis dit, il y a quand même un truc qui cloche, quoi. Et parce qu'en plus, en tant qu'étudiante en médecine, tu devais commencer à avoir des bases aussi médicales. Exactement, je me rendais compte que tout ce que j'apprenais, en fait, je faisais déjà tout l'inverse. Et ce que moi, je voyais sur mes prises de sang, c'était très grave, en fait. Là, je me rendais compte. C'est ça.
Donc je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais, comment je fais. J'avais déjà eu un psychiatre étant plus jeune, mais j'avais arrêté. J'avais une psychologue, mais elle me disait, enfin, je sais plus trop comment faire avec vous. En fait, vous êtes dans le déni, il va falloir sortir un peu de là. Et je sentais que j'avais besoin d'autre chose, et on m'a parlé d'hypnose. Je me suis dit, je suis plus à ça près en fait. Autant investir sur moi-même. Ok, c'est pas remboursé, mais allons-y. Voilà. Je me suis dit bon c'est l'argent que j'ai gagné cet été, parce que j'avais travaillé aussi l'été. Je me suis dit je vais le mettre là-dedans. Donc j'ai fait de l'hypnose et ça m'a changé la vie. Ça a été très dur parce que j'ai revécu des situations de quand j'étais petite un peu sous hypnose, des flashbacks un peu, des trucs hyper durs. Mais je me suis dit ok, d'accord, donc faut travailler là-dessus, faut accepter le passé, faut s'en rendre compte, faut se rendre à l'évidence. Ouais, là il y a vraiment eu un shift quoi qui s'est fait avec ces transfusions, avec ces résultats d'analyse catastrophiques. Là déjà, hop, t'as pris conscience qu'il fallait que tu prennes un peu soin de toi. L'hypnose où tu as pu revivre des choses et clac quoi, il y a eu un basculement, c'est ça à ce moment-là. Et ça s'est vraiment fini par en fait 2 jours avant Noël, donc fin de cette année-là, l'hôpital qui me propose de me faire hospitaliser pour plusieurs mois. Ils me disent on a enfin une place pour vous et tout, alors que moi j'attendais pas du tout de place, c'était pas du tout mon objectif. Je voulais vraiment pas être hospitalisée et je me suis dit en fait c'était le truc de 2 jours avant Noël. J'ai déjà vécu un Noël quand j'étais vraiment plus jeune, du coup, quand j'avais été très courtement hospitalisée à l'hôpital. Donc plus jamais. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Enfin, je peux pas faire ça à ma famille. Mon grand-père était en très mauvaise santé, donc on savait que c'était les dernières années. Il avait 90 ans. Je me disais, je peux pas passer Noël sans eux, etc. Et en fait, du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai commencé, mais du jour au lendemain, je suis revenue de ce rendez-vous où pendant 1 heure, la psychiatre, qui m'avait d'ailleurs jamais vraiment écoutée, jamais posé de questions. Parce que dans les services TCA, leur objectif, pour moi en tout cas, ce que j'ai vécu, peut-être que ça se passe pas mieux autre part, mais c'était vraiment, t'es dans un très mauvais état, on va t'hospitaliser, point. Elle me disait ça pendant 1 heure. Et c'était vraiment du bourrage de crâne, j'en pouvais plus. Et je suis sortie de là, je suis revenue chez moi et je me suis dit, j'abandonne le suivi. J'avais encore un suivi avec une médecin quand même, et l'hypnothérapeute aussi, qui était aussi coach de vie, donc qui m'aidait un peu du coup dans toutes les sphères un peu. Je me suis dit ok, là faut que je me prenne en charge. Et donc j'ai commencé, mais vraiment du jour au lendemain, à manger 3 fois plus. Donc ça aurait pu être dangereux d'ailleurs par rapport à... C'est pour ça que maintenant je fais attention avec mes clientes par rapport c'est une renutrition. C'est ça. Mais en fait, bon, après je m'ai écoutée aussi. Et j'ai commencé vraiment, en fait, je me suis dit, mes résultats de médecine sont passés de, je crois, 14 à 9. Enfin, vraiment, je me suis dit, en fait, laisse tomber, enfin, on verra plus tard. Alors que ça faisait 6 mois que je disais, non, je veux pas arrêter. Et là, je me suis dit, il y a quoi entre la vie et la médecine, je sais pas trop. C'est au niveau hiérarchie des priorités, là, là aussi, tu as eu un shift, quoi, en fait. Et du coup, vraiment, c'était devenu mon objectif. Donc, je lisais plein de trucs de dev perso. J'écoutais tous les podcasts qui existaient tout le temps. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Les vidéos aussi, les témoignages. Je me retrouvais pas trop dans les livres qui parlaient d'anorexie. Parce que souvent, ils sont assez durs à lire aussi quand on est encore dedans. Et pas trop d'espoir aussi dedans. Parce que très souvent, les personnes écrivent des livres alors qu'elles sont pas guéries. Donc c'est très dur à lire du coup, parce qu'à la fin on se dit ah d'accord. Mais par contre ça m'a beaucoup aidé, les podcasts, les trucs comme ça sur le dev perso, sur tout ça, les livres, et vraiment j'ai essayé de faire plein de choses pour passer à l'action quoi. Et pour me challenger, faire de nouvelles recettes, etc. Et je me suis dit bon, pour l'instant je continue mes études vite fait et on verra. J'ai continué quelques temps et après j'ai arrêté en fait au milieu de 4e année. Ça commençait à aller déjà beaucoup mieux. Mais il manquait quelque chose en fait, et justement la médecine était trop liée, je pense, dans mon esprit à ces années de souffrance. J'ai déménagé aussi dans un autre appart, parce que ça je pense que c'est vachement important, les énergies et tout. Le contexte. Et puis après j'ai aussi complètement quitté la ville dans laquelle j'étais, parce que ça aussi c'était compliqué en fait d'être dans les mêmes endroits que j'avais été quand j'étais malade. Et ça m'a beaucoup aidée. Je me suis dit, ok, faut vraiment que je change tout, en fait, dans ma vie. Et c'est ça qui m'a vraiment aidée à refaire surface, en fait. Les déclics, le fait que je voyais que mon corps n'allait plus bien, l'hypnose, etc. Et puis là, le fait de me dire, en fait, y a un truc qui bloque en moi, il faut que je sache ce que c'est. Mais tant que je reste dans ce même environnement, j'arrivais pas à trouver. C'est vraiment quand j'ai déménagé la première fois, j'ai dit, bon, j'arrête mes études parce que j'en pouvais plus.
C'était vraiment le truc où je me disais, je mets beaucoup de temps à me décider, mais je pense que c'est parce que justement, il y a quelque chose derrière, en fait. J'y penserais pas tous les matins en me levant si c'était pas une bonne solution. Eh bien oui. Tu sentais qu'il y avait vraiment quelque chose d'important là, qui allait se passer, qui était en train de se passer. Ouais. Ça faisait, en plus, avec mes parents, on se parlait très peu à cette époque-là. Et j'ai appelé mes parents en décembre et je leur ai dit, j'arrête médecine, j'en peux plus. C'est fini, en fait. Je me souviens que parce que mon frère et mon père étaient venus me voir chez moi. Oui. Et j'avais passé une très belle journée, mais en même temps, je sentais que c'était encore dur, même côté alimentation et tout. Et le fait qu'ils soient venus me voir, ça m'a fait un peu un déclic aussi. Et 3 jours après, je les ai appelés en leur disant, là, c'est fini. Et après, j'ai passé 1 an à faire des petits boulots aussi dans la pâtisserie et la cuisine, parce que j'adorais ça. Et du coup, ça m'a aussi permis de guérir, forcément. Oui. Même si c'était un peu bizarre de faire ça. Mais moi, je remarque souvent un attrait dans les personnes qui souffrent de TCA, et peut-être encore plus particulièrement dans l'anorexie, un attrait pour faire la cuisine, pour les recettes, pour... Tu vois, je sais pas comment tu l'analyses ça, toi, d'ailleurs, cette attirance... je pense que ça nourrit un peu l'esprit, peut-être. Enfin, le fait de voir des recettes. Moi, je sais que quand je mangeais pas, je passais des fois des heures à regarder de la bouffe. Et oui. Alors que je ne mangeais pas. Mais je pense que ça nourrissait un peu mon corps, mon esprit d'image. Mais... Oui, c'est ça, dans cette faim des yeux, du coup, qui est une faim que tu peux... dans l'anorexie, c'est vraiment une faim que tu peux satisfaire, du coup, cette faim des yeux. Qui fait finalement derrière culpabiliser, même. Parce qu'on se dit, moi je culpabilisais de regarder des trucs comme ça et de voir des recettes grasses. Okay. Mais en même temps, du coup, comme il y avait de plus en plus de culpabilité, j'allais pas aller manger derrière, en fait. Donc c'était un cercle vicieux. Mais en même temps, comme ça l'entretenait aussi, je développais aussi cet amour de la cuisine que j'avais déjà depuis petite. Et puis on aime aussi surtout nourrir les autres quand on est anorexique. Exact. Enfin, j'aime pas dire être anorexique, je préfère dire souffrir d'anorexie, pas pareil. Mais les personnes qui souffrent d'anorexie, elles adorent nourrir les autres pour s'auto-rassurer, de se dire, voilà, moi je mange pas trop, mais les autres, eux, ils sont bien, ils vont bien. Je prends soin des autres, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des TCA ou qui en ont, qui sont dans le soin. Même infirmières, aides-soignantes, etc. Enfin, ou qui se reconvertissent derrière. Il y en a beaucoup, je trouve. Et je pense qu'il y a quand même un truc de base où on aime bien prendre soin de l'autre. Et c'est en guérissant qu'on se rend compte qu'on peut en faire quelque chose de beau, finalement. Exact. Et peut-être, tu vois, moi, je remarque ça aussi chez les personnes qui vont dans les métiers comme la psychologie, la relation d'aide, ou même je peux le noter aussi dans tout ce qui est psychosocial, médico-social, éducateur, etc. Il peut y avoir à un moment un détournement de prendre soin de soi, en fait, en prenant soin de l'autre, tu vois, en étant dans cette posture de sauveur, en étant dans cette posture de sauver l'autre, de prendre soin de l'autre. C'est facile de s'oublier dans ces cas-là. Alors après, nos métiers font que nous avons à nous pencher sur notre intériorité, mais n'empêche qu'on retrouve ça aussi. Et oui, c'est intéressant ce que tu dis de personnes souffrant de TCA et qui se tournent vers des métiers du soin. Ouais, je pense qu'il y en a quand même beaucoup, en tout cas dans ce que j'entends. Donc ils me disent, j'ai envie de changer, j'ai envie de me reconvertir. Et j'ai envie de faire ça, par exemple, infirmière, j'ai envie de faire psy, j'ai envie de faire... Et il y en a quelques personnes qui viennent me dire « Ah, mais t'es coach, comment ça t'est venu, etc. » Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent peut-être apporter leur pierre à l'édifice côté TCA, mais même dans le soin, le bien-être, un peu, le soin de l'autre, le partage, etc. Oui. Alors, ce processus-là, puisque je reste avec 3e-4e année de médecine, tu as cette prise de conscience, tu commences à faire ce travail sur toi-même, à te réalimenter de plus en plus normalement. Je ne sais pas ce que ça veut dire normal, mais en tout cas satisfaisant pour ton organisme. Et puis après, ce travail se fait. Combien de temps ça a pris tout ça, et où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Entre la fin de la 3e année, du coup, le milieu de 3e année et le milieu de 4e année, donc là, entre du coup le déclic, on va dire, et l'arrêt de la médecine, du coup, c'était vraiment l'année où je me suis mis des défis pour remanger, etc. J'ai commencé à être à fond dans le dev perso, mais pour moi-même. Donc déjà, il y a eu cette année-là, où j'ai dû prendre à peu près une dizaine de kilos dans cette année-là. Donc déjà, à la fin de cette année-là, je suis sortie avec un poids qui était moins dangereux. Et même dans mon corps, j'étais mieux, etc. Après avoir arrêté médecine, je me suis dit, c'est bon, je peux reprendre le sport très, très doucement, mais je vais reprendre. Je faisais pas de cardio, etc. Mais du coup, il y a cette année-là. Après, il y a eu l'année après l'arrêt de médecine. C'était l'année 2019 où j'ai fait des petits boulots, etc. en cuisine et tout, qui était d'ailleurs très intense. Donc il y avait aussi ce truc où derrière je mangeais encore plus. Donc c'est vrai que ça m'a aidé aussi
à me donner un peu des raisons de manger plus, mais aussi de m'écouter encore plus. Dire, ok, j'ai beaucoup travaillé, je sais que j'ai très faim. Enfin, finalement, ça m'a vachement reconnectée aussi. Et puis de penser à l'alimentation, mais d'une autre façon, vu que je travaillais. Puis je commençais à beaucoup ressortir aussi, voir des amis et tout. Donc c'est vrai que ça a été une année vachement importante. Je suis partie à Londres plusieurs mois et tout. Donc c'est vrai que ça a été salvateur, quoi. Et oui, ouverture aussi vers les autres, hein, j'entends à nouveau. Très important, en fait. Ouais, super important vraiment de trouver en fait ce truc-là. Comment j'ai envie de m'ouvrir à l'autre, à quelle personne. Puis l'autre est un peu un miroir de soi. Les rencontres, on voit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et donc finalement, ça aide vachement. Le voyage aussi est vachement important. Je suis partie en voyage toute seule aussi cette année-là. Je suis partie à Londres toute seule déjà habitée. Puis je suis partie aussi à Lisbonne. J'ai fait une retraite de yoga aussi là-bas. Donc c'est vrai que plein de choses en fait où je me suis dit, ok, en fait, c'est pour toi et avec les autres aussi. Mais il faut vraiment être dans l'aide de soi-même, quoi. Donc du coup, ça fait déjà 2 ans là. Enfin, ça fait déjà 2 années où j'ai guéri. Et puis après, fin 2019, début 2020, j'étais clairement guérie, quoi. Qu'est-ce qui t'indiquait ça, du coup ? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, ça y est, là, c'est bon ? Enfin, comment t'as conscientisé ça ? Disons que déjà, surtout la première année de guérison, mais je faisais beaucoup de boulimie, du coup. Parce qu'en fait, plus j'ai commencé à remanger, plus mon corps se disait chouette, c'est bon. Et du coup, j'ai fait beaucoup de crises de boulimie, qui se sont atténuées largement en la 2e année de guérison. Et puis vraiment, à la fin de la 2e année, j'en avais plus. Tout allait bien, je m'écoutais. Au niveau rapport à l'alimentation, c'était hyper fluide. Et je m'interdisais plus rien, je me sentais beaucoup mieux dans ma peau. Vraiment, c'était un sentiment un peu de bien-être et un truc comme si j'attendais ce bien-être, ce lâcher-prise depuis... Mais Mathusalem. Ouais, peut-être toujours. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. C'était vraiment un sentiment que j'avais jamais eu. Et après, il y a eu le confinement qui est arrivé, début 2020 et tout. Et c'était vraiment une évidence, tout allait bien, j'étais très bien. Et j'ai eu ce truc de me dire, en fait, je sais ce que je veux faire, quoi. Je veux aider les personnes qui ont vécu comme moi. Aujourd'hui, je suis capable de le faire. Parce qu'en fait, dans les mois avant, quand on me posait des questions ou qu'on me demandait de l'aide, j'avais du mal à le faire parce que ça me faisait encore trop mal. Alors que là, j'en étais arrivée à un point où, parce que j'en parlais déjà sur les réseaux, ce que j'avais vécu, j'adorais aider les gens, ça me faisait pas mal par rapport à moi, mon vécu. Du coup, je me suis dit, mais en fait, il y a un shift, en fait. Enfin, maintenant, j'arrive à aider les gens, j'en suis contente, ça me fait plus mal. J'ai envie d'en faire mon métier, ma vocation, quoi. Et du coup, je sais pas, en fait, ce truc de me dire, je peux aider les gens, ça m'a permis de me dire, en fait, je suis tout à fait OK avec mon passé et avec mon présent aussi, parce que je sens que je suis bien et qu'il n'y a plus de soucis. Et j'ai aussi beaucoup travaillé, du coup, forcément, la 2e année de guérison, surtout sur mes problèmes du passé, quoi. Tout ce que j'avais vu en hypnose et tout, la blessure de l'abandon, les trucs comme ça, les attouchements, les trucs comme ça, voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Oui. Tu as continué ou commencé et continué à creuser. Ouais, et tu as fait ce travail seul ou tu as été accompagnée ? J'ai fait ce travail seul. Alors, ce que je recommande pas forcément parce que ça a vraiment été dur. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'accompagner des personnes parce que c'est vraiment très dur de faire ça seule. Après, j'étais bien entourée aussi. Je sais que ma marraine m'aidait beaucoup, etc. Même mes parents étaient à l'écoute, même s'ils savaient pas quoi dire, mais c'est important. Oui, c'est ce que j'allais te demander, hein, si tu avais un entourage qui te soutenait derrière. C'était compliqué pour eux, on va dire, mais c'est toujours, je pense, dans ces pathologies-là. Mais moi, si j'avais un conseil d'ailleurs à donner aux proches, c'est écouter en fait. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais il y a beaucoup à entendre. Et la personne, très souvent, elle a 1 milliard de choses à dire qu'elle n'a pas dit depuis qu'elle est petite. Elle a juste besoin de vider son sac, quoi. C'est ça. Donc, se sentir écouté, ça aide à apprendre à s'écouter soi-même aussi. Et du coup, j'ai eu cette chance-là quand même. Oui. Et puis je me suis aussi construit un nouvel environnement, le fait d'aller vers plus de personnes, etc., de pouvoir partager, échanger, ça m'a largement aidée. Et l'écriture aussi, quand je me sentais seule, etc., le fait de pouvoir extérioriser, écrire, même en parler sur les réseaux sociaux, ça a été super libérateur, quoi. Et oui. Et d'ailleurs, alors tu nous disais au début là de cet enregistrement que tu écrivais ton histoire, du coup, tu es en train de travailler sur un livre, alors raconte-moi ça, j'ai envie de savoir. Là, ça fait un petit moment forcément que ça me trotte dans la tête, mais je voulais vraiment avoir pris un peu de recul aussi et sentir que c'était le bon moment. Oui. Et le 2e confinement l'année dernière en novembre, donc en novembre 2020, j'ai commencé à l'écrire, mais je sentais qu'il y avait un truc qui me manquait, donc je me suis dit non, c'est pas le moment.
Et là, je sentais vraiment que c'était le moment. Enfin, j'avais besoin de me réaligner sur certains trucs aussi par rapport à mon activité et tout. Et j'avais envie de prendre ce temps pour moi. Et donc, quand je suis revenue de vacances, là, quand je suis partie en avril en Espagne, je me suis dit, mais c'est le moment. En fait, j'ai senti qu'il y avait un truc. J'avais plein d'idées et j'avais envie d'écrire mon histoire. C'était mûr. C'est ça. Et du coup, ça me fait vraiment déjà beaucoup de bien de l'écrire, de savoir que ça peut aider. Donc, c'est pas encore fini, etc. Je préfère prendre le temps aussi d'écrire les choses comme je l'entends et de la bonne façon et que ça puisse parler à beaucoup de gens. Mais c'est vrai que c'est super libérateur et je pense que c'est le dernier gros travail que j'avais besoin de faire aussi. Pas pour être guérie, mais vraiment pour moi... savoir que je peux aider encore plus de personnes par rien qu'un livre, quoi. Parce que moi, les livres m'ont beaucoup aidé, donc en fait, j'ai envie de rendre l'appareil. Oui, et puis tu disais que ce qui t'avait manqué justement dans les témoignages sous forme de livres, c'était une happy end, entre guillemets, ou en tout cas une fin où il y a tout le processus jusqu'à la guérison, en fait. C'est ça. Très souvent, c'est pas très concret, en fait. Je sais que moi, maintenant, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à lire des romans. Je lis beaucoup de livres de dev perso, mais du coup, il y a beaucoup de concret, etc. Et je trouvais, en tout cas dans tous les livres que j'ai pu lire, qu'il y avait besoin d'un livre un peu dev perso sur les TCA, quoi. Et c'est ce que j'essaie d'écrire et de mettre en place avec justement cette happy end pour donner du courage, de l'espoir, parce qu'on peut tous s'en sortir de ces pathologies-là, quoi. Et oui, et moi, c'est ce que j'aime quand je vous enregistre, c'est de revisiter tout ce parcours avec, alors plus ou moins, une fin de quelque chose, hein, parce qu'on peut aussi être encore dedans, mais en tout cas, de quelque chose, de toute cette énergie que vous m'apportez, je trouve, hein, en vous entendant, et je suis sûre que ça transparaît pour les personnes qui nous écoutent, mais cette énergie de vie, en fait, qui est là. Je vois qu'on va bientôt devoir se quitter, Alix, en tout cas pour cet enregistrement-là. Comment tu voudrais conclure ce témoignage? Si tu as un message à passer, une dernière chose à ne pas oublier de dire, ce serait quoi? Du coup, peut-être sur un côté happy end, justement, parce que moi, ce que je veux dire, c'est que même si la guérison peut être très difficile, y a un truc très important pendant qu'on est en train de guérir d'un TCA, ou pour parler sur tout ça, hein, c'est vraiment de se rappeler tous les matins quand on se lève de ce qu'il pourrait y avoir derrière. Vraiment, enfin moi je sais que tous les matins, il n'y avait pas un matin où je me levais et je me disais pas en fait dans 2 ans quand je serai guérie je vais pouvoir faire ça. Et moi c'est une question que je pose tout le temps à mes clientes et je pense qu'elles en ont marre même. Je leur dis tout le temps dans 2 ans comment tu t'imagines, vas-y tu vis ta best life, comment ce sera? Et elles se disent mais je n'en suis pas du tout là, hein. Aujourd'hui c'est très compliqué. Mais en fait si on pense à ça, mais on n'y arrive pas. Alors que si on pense à dans 2 ans, quand je pourrais faire des sorties avec mes amis, que j'aurai ça, que j'aurai ci, que ce sera trop chouette, que je me serai reconvertie, que j'aurai enfin trouvé ce que je veux faire, par exemple, que je pourrais manger ce gâteau au chocolat en entier si j'en ai envie, ou pas du tout si j'en ai pas envie, je serais juste dans l'écoute de moi-même. Vraiment se focaliser là-dessus et se dire « ça va être trop chouette » et tout. Se créer en fait ces énergies et ces émotions avant même qu'elles arrivent. C'est vraiment un truc super, super, super important de se mettre dans de bonnes dispositions et comme on dit « fake it until you make it ». Le truc en anglais, là. Le fait tu peux nous traduire? Le fait de, en fait, le mimer jusqu'à ce que ça arrive, quoi, en quelque sorte. Le fait de se dire, OK, en fait, je fais comme si c'était déjà là. C'est ça. Et derrière, ça va arriver, quoi. Donc vraiment, moi, je me disais, pas au tout début de la guérison, c'est très difficile, mais au bout d'un moment, je me disais, en fait, je suis déjà guérie et ça se passe comme ça, quoi. C'était pas vrai, mais le fait de se le mettre dans la tête, tous les jours, on arrive à être dans une énergie plus positive et incarner déjà cette personne guérie du futur. C'est ça. D'être dans cette... au-delà même de la projection du truc, hein, de vivre déjà émotionnellement, corporellement, presque, enfin pas presque, corporellement, toute cette émotionnelle, cette énergie. Trouver des musiques, par exemple, qui nous donnent ces énergies-là, des personnes qui nous font ressentir ça. Moi, j'avais plein d'affiches dans mon appart avant, avec des trucs sympas écrits dessus, mes rêves écrits dessus, des trucs où on peut pas le louper quand on passe dans la pièce. En parler à ses amis aussi pour qu'ils nous le rappellent. C'est vraiment, faut se créer. C'est ça que j'appelle le cocon, en fait, qu'on se crée. C'est vraiment avoir cet environnement positif et fécond, en fait. Donc, c'est super, super important de le vivre.
Je te remercie beaucoup, Alix. Moi, je le sens, ce cocon positif, en tout cas, que tu offres bien sûr à tes clientes, mais cette énergie-là que tu renvoies, que tu dégages. Et c'est chouette que ça puisse se diffuser, du coup, autour de toi. Ouais. Et avec aussi beaucoup de bienveillance, j'entends, et d'envie, de vie. Tout bêtement, mais non, c'est pas bête, hein, mais... Non, mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont du mal, justement, à incarner cette vie et cette flamme de vie. Je pense qu'il faut la partager quand on l'a. Merci beaucoup, Alix. Je te souhaite une super vie future à ce livre que j'espère avoir entre les mains dans quelques mois, quelques années, pour continuer à faire passer ce message, en tout cas. Oui, carrément. Merci beaucoup de ton invitation et de ce bel échange. Merci d'avoir écouté cet épisode et ce témoignage jusqu'au bout. Si vous souhaitez découvrir le travail d'Alix et échanger avec elle, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Si vous souhaitez vous aussi venir partager votre vécu d'un rapport compliqué avec votre alimentation, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact de mon site internet ou en message privé sur mon compte Instagram. Là aussi, tout est noté dans la description de l'épisode. À très bientôt pour un nouveau chapitre de la pleine conscience du pouvoir.